Bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre le fonctionnement des fameux réseaux de neurones, que l'on retrouve souvent dans le domaine du machine learning et plus précisément du deep learning. Avant de nous attaquer aux réseaux de neurones, commençons par nous poser une question plus simple. Qu'est-ce qu'un neurone artificiel ? Alors contrairement à ce que l'on pourrait penser, la notion de neurone artificiel n'est pas si récente que ça. C'est en 1943 que naît le concept de neurone formel, directement inspiré du neurone biologique. En effet, un neurone biologique reçoit des signaux électriques par le biais de ce que l'on appelle des dendrites, et lorsque ces signaux sont suffisamment puissants, il émet lui-même son propre signal. Pour un neurone artificiel, ou tout du moins pour les premiers neurones artificiels qui ont été créés, c'est presque pareil. Le neurone reçoit des nombres en entrée et effectue des opérations sur ces nombres, et si un certain seuil a été atteint, le neurone s'active et sa sortie vaut 1, ou vaut 0 si le seuil n'a pas été atteint. Depuis la première définition, les neurones artificiels ont changé, et aujourd'hui, bien qu'ils soient toujours inspirés de neurones biologiques, ils n'ont pas pour objectif de simuler le comportement de ces derniers. Le neurone artificiel d'aujourd'hui peut se voir tout simplement comme une fonction. Il prend en entrée des nombres réels x1, x2, etc. et effectue une somme pondérée de ces entrées. Alors une somme pondérée, c'est juste une somme où l'on affecte à chaque valeur xi un coefficient wi que l'on appelle un poids. On multiplie alors les xi et les wi et on somme le tout. Si on s'arrêtait là, on obtiendrait ce que l'on appelle une application linéaire, qui est la généralisation des fonctions linéaires, c'est-à-dire les fonctions dont la représentation graphique est une droite non verticale passant par l'origine. À cette somme, on ajoute un coefficient b, que l'on appelle le biais, pour obtenir ce que l'on appelle une application affine, généralisation des fonctions affines, représentées par des droites non verticales. Tout ça c'est bien joli, mais il y a toutefois un problème, et pour le voir, il faut d'abord se rappeler pourquoi on utilise un neurone artificiel. Les applications de l'intelligence artificielle sont très diverses, et on ne va pas toutes les mentionner, mais donnons quand même quelques exemples d'applications concrètes. Par exemple, on pourrait vouloir déterminer algorithmiquement si une photo contient un chat ou non. On appelle ce genre de tâche de la classification. On pourrait aussi vouloir prédire la taille d'un certain type d'arbre en fonction de la circonférence de son tronc. Ce genre de tâche est appelé une régression. Bien que ces deux tâches n'aient pas la même complexité, elles ont en commun le fait qu'on a des données d'entrée, donc une image ou bien une circonférence dans notre exemple, et on cherche à prédire une valeur en sortie, par exemple 1 si on a une image de chat et 0 sinon, ou bien tout simplement la taille de l'arbre en centimètres. Ce que l'on attend d'un neurone artificiel, c'est qu'il prenne en entrée les données que l'on souhaite analyser, et qu'il retourne en sortie la réponse attendue. Et autant il est possible que l'on puisse prédire la taille d'un arbre en fonction de sa circonférence à l'aide d'une fonction affine, autant cela risque d'être difficile de déterminer le contenu d'une image à l'aide de fonctions aussi simples. Et là se trouve tout le problème. Les neurones tels que nous les avons décrits ne sont pas assez expressifs, ils ne permettent pas de modéliser des fonctions complexes. Par exemple, si on essaie de faire une régression d'une fonction du second degré, on s'aperçoit assez vite que ce n'est pas possible. Pour pallier à cela, nous avons besoin de deux ingrédients supplémentaires. Le premier consiste à réaliser un changement dans la formule qui décrit le comportement d'un neurone. Nous y reviendrons. La deuxième chose dont nous avons besoin, c'est les fameux réseaux de neurones. Comme on a pu le voir, un neurone seul n'a pas beaucoup d'expressivité, et on est donc tenté d'en assembler plusieurs les uns aux autres afin de complexifier la fonction qui en résulte. Et c'est tout simplement ça un réseau de neurones. C'est juste une accumulation de neurones artificiels que l'on connecte les uns aux autres. Généralement, on représente les entrées par des neurones, et on appelle ça la couche d'entrée. Puis nous avons plusieurs couches intermédiaires appelées les couches cachées, et enfin, nous avons une dernière série de neurones appelée la couche de sortie. Le problème est que dans le cas de neurones linéaires, leur composition, aussi complexe soit-elle, nous donne une sortie qui est toujours une fonction affine des entrées. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez vous en convaincre vous-même. On peut s'en persuader avec un exemple simple. Prenons un réseau de neurones avec deux entrées x1 et x2, une couche cachée avec deux neurones et une sortie. Notons W1 jusqu'à W6 les poids associés aux connexions, et B1, B2 et B3 les biais. D'après les équations que nous avons vues, nous avons y1 est égal à x1W1 plus x2W2 plus B1, et y2 est égal à x1W3 plus x2W4 plus B2. La sortie, y, vaut y1W5 plus y2W6 plus B3. En remplaçant y1 et y2 par leurs expressions, on obtient le résultat suivant. Puis on développe, et enfin on factorise par x1 et x2. Il y a des parenthèses en trop, mais elles permettent de voir qu'on a bien une application affine.
En effet, on a juste une somme des xi multipliée par des coefficients réels plus un biais. Et c'est là qu'intervient l'ingrédient secret dont nous avons parlé plus tôt. Il s'agit des fonctions d'activation. Afin de casser la linéarité et gagner en expressivité, il suffit de passer la sortie des neurones à travers une fonction non linéaire. En effet, il existe un théorème appelé théorème d'approximation universelle qui nous garantit, sous condition que la fonction d'activation soit continue et ne soit pas polynomiale, que toute fonction continue s'approxime par un réseau de neurones ayant une seule couche cachée. Il existe beaucoup de fonctions d'activation couramment utilisées, telles que la fonction sigmoïde, la tangente hyperbolique, ou encore la Rectified Linear Unit, qui est très populaire aujourd'hui. Maintenant qu'on sait comment construire un réseau de neurones, qu'en est-il de son apprentissage? Parce que dans le terme deep learning, ou apprentissage profond en français, il y a bien le mot apprentissage. Alors, il y a aussi le mot profond, mais cela vient juste du fait qu'on ait plusieurs couches cachées dans le réseau de neurones. La profondeur d'un réseau est tout simplement le nombre de couches cachées plus 1 pour la couche de sortie. L'objectif de l'apprentissage profond, c'est de trouver des valeurs pour les paramètres du réseau de neurones tels que la fonction qui en résulte se comporte comme on le souhaite. Les paramètres sont divisés en deux catégories. Il y a d'un côté les paramètres qui vont être appris par le réseau de neurones durant la phase d'apprentissage, donc par exemple les poids WI et les biais BI, et d'un autre côté, on a ce qu'on appelle les hyperparamètres, c'est-à-dire tous les paramètres qui ne peuvent pas être appris par le réseau de neurones. Par exemple, le nombre de couches, le nombre de neurones par couche, les fonctions d'activation utilisées par les neurones, etc. Prenons un exemple concret, celui de la reconnaissance de chiffres manuscrits. On va tout d'abord choisir une architecture pour le réseau de neurones, c'est-à-dire le nombre de couches ainsi que le nombre de neurones par couche. Dans notre exemple, les images d'entrée font 28 par 28 pixels et sont en nuances de gris, ce qui fait 784 entrées, qui sont des nombres entre 0 et 1. 0 représente un pixel noir, 1 un pixel blanc, et tout ce qui se trouve entre les deux représente un gris plus ou moins clair. On souhaite prédire quel chiffre est écrit, on a donc 10 choix possibles, et on va donc décider qu'il y aura 10 sorties dans ce réseau. Maintenant, choisissons un nombre arbitraire de couches et de nombre de neurones pour notre exemple. Tout à l'heure, j'ai dit que notre objectif est que la fonction décrite par le réseau de neurones se comporte comme on le souhaite. Ici, dans notre exemple, cela signifie que pour une entrée donnée, tous les neurones de sortie sont inactifs, c'est-à-dire que leur valeur de sortie est proche de 0, sauf pour un neurone dont la valeur de sortie est proche de 1, et dont la position correspond au bon chiffre manuscrit. Pour cela, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut trouver les bons paramètres. Et là, on a besoin d'un algorithme pour nous aider à les trouver. En effet, il serait déraisonnable d'essayer de trouver ces valeurs à la main, vu le nombre conséquent de paramètres. Dans notre exemple, il y a déjà 13 002 paramètres à choisir. Mais ce n'est rien comparé aux réseaux de neurones les plus performants qui sont utilisés dans les domaines de pointe. À titre de comparaison, un des plus gros réseaux de neurones conçus à ce jour est GPT-3 avec 175 milliards de paramètres. Alors au départ, on ne sait pas quelles sont les valeurs optimales des paramètres, donc on les choisit au hasard. Puis vient la fameuse phase d'apprentissage. Les mécanismes précis qui permettent l'apprentissage du réseau de neurones sont complexes et mériteraient une vidéo à part entière, nous allons donc plutôt voir comment cela fonctionne dans les grandes lignes. Afin de trouver les bons paramètres, il nous faut donner au réseau de neurones des exemples en grande quantité. Pour chaque exemple, on détermine l'erreur que le réseau a commise en comparant sa réponse avec celle que l'on attendait, et on ajuste les paramètres de façon à ce que l'erreur soit minimale grâce à un algorithme qu'on appelle la rétropropagation du gradient. Au bout d'un certain temps, on arrête l'entraînement, et ce que l'on espère, c'est que le réseau de neurones est maintenant capable de généraliser ce qu'il a appris. Pour mesurer la performance d'un réseau de neurones, on teste donc sa capacité à trouver la bonne réponse à partir d'entrées qu'il n'a jamais vues. On peut alors lui attribuer un score valant le nombre de bonnes réponses sur le nombre total d'exemples. C'est pour cela qu'il est nécessaire avant l'entraînement de bien séparer ces données en jeu d'entraînement et en jeu de test. On a vu comment on obtient les valeurs des paramètres du réseau de neurones, mais qu'en est-il des hyperparamètres? Il se peut qu'on obtienne des résultats raisonnables avec ceux qui ont été choisis arbitrairement, mais si on souhaite obtenir de meilleurs résultats, il va probablement falloir les optimiser. Et là, il n'y a malheureusement pas de méthode qui permette de trouver aisément les bons hyperparamètres. Dans quelques cas précis, des résultats théoriques nous donnent de bonnes valeurs pour l'architecture, mais dans le cas général, on ne peut que tester plusieurs possibilités jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. Et voilà, on a maintenant tous les ingrédients nécessaires pour faire du deep learning.
Pour récapituler, un réseau de neurones est une grosse fonction résultant de la composition de plus petites fonctions, les neurones. Cette fonction possède de nombreux paramètres, dont les valeurs optimales s'obtiennent en fournissant des exemples. À la fin, on obtient une fonction qui peut généraliser à des cas inconnus, ou tout du moins c'est ce que l'on espère obtenir. Il y a encore beaucoup de choses à voir concernant le deep learning, mais pour le moment on va s'arrêter là. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre quelque chose. Et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à la partager. Je ferai d'autres vidéos de ce style sur le sujet du deep learning et de la cryptographie. Donc si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications. Merci pour votre attention et à la prochaine.